distance avec le monde qu'on nous propose. Encore merci à Michael Lélé d'être là, et il va donc nous présenter son travail, et après vous aurez la parole pour lui poser toutes les questions que vous voudrez. Je rappelle qu'après le débat, il se fera un plaisir de dédicacer tous les livres que vous aurez achetés, qui sont en vente à l'entrée. Merci de votre attention. Donc je donne la parole à Michael. Bien, merci pour l'invitation et la présentation. Alors je comptais ménager un peu de suspense, mais il y a déjà beaucoup d'éléments qui ont été donnés. Donc oui, la post-vérité, donc vous avez déjà donné la définition exploratoire qui est celle du livre, puisque effectivement c'est un terme familier. Je dirais même faussement familier, puisque vous l'avez certainement déjà un petit peu entendu, les médias, les journalistes aiment bien l'employer et reprendre la première définition qui en a été donnée en 2016 par le dictionnaire d'Oxford. Voilà, première définition née de la sidération qu'a suscité notamment la première élection de ce mythomane invétéré qui est Donald Trump, qui, pour la petite histoire, se faisait déjà connaître dans les années 1980. Les enregistrements sont encore disponibles si vous êtes habile à la recherche sur Internet. Il se faisait passer pour un de ses employés, il l'appelait des journalistes célèbres de la place de New York, pour louer les exploits sexuels de son patron. Et alors, ce qui était très intéressant notamment, c'est qu'il ne prenait même pas la peine de contrefaire sa voix, qui est aisément reconnaissable entre toutes. C'est-à-dire qu'il y a un dédain total pour la vérité chez cet homme-là, mais qui est bien connu. Et puis, pour moi, c'est l'épouvantail. Et en fait, ça serait extrêmement réducteur que de réduire ce phénomène social qui concerne en fait à peu près tous les pays, je pense, aux frasques du personnage le plus puissant du monde à l'heure actuelle. Pour moi, le mal est beaucoup plus profond, insidieux, général. Et alors, voilà. Pourquoi, comment? Je pense que ça allait très vite. Et c'est tout l'objet finalement de l'ouvrage, de comprendre l'évolution en cours des mentalités et pourquoi il y a ce basculement progressif dans une ère où, me semble-t-il, effectivement, les croyances importent plus que la vérité, on engendre plus nos doutes et ça va jusqu'à inverser le réel. Inverser le réel, ça c'est quand même autant, comme je vais essayer de le montrer, puisque c'est la conclusion de mon travail de 3 ans, autant les algorithmes peuvent amplifier certains phénomènes qui existaient déjà auparavant, au lieu de les combattre, certains biais, certains travers qu'il aurait été souhaitable de combattre. Et donc on pourrait se dire, oui, mais ça existait déjà avant, donc finalement circuler, il n'y a rien à penser. Mais quand même, c'est déjà pas rien. Et autant l'inversion de la réalité, là on n'est plus dans une croyance irrationnelle, on n'est plus dans l'invention d'ennemis imaginaires, on est véritablement dans quelque chose de très... voilà, de nature à susciter la sidération et la perplexité, mais en permanence. Et quand ça devient une croyance dominante, quand tout un ensemble de discours qui inversent la réalité deviennent des croyances dominantes, là, je pense qu'on a une bonne idée de ce que ça peut être. Mais alors, bon, ok, on commence là-dessus. Ce que j'aime bien donner très souvent, lorsque j'interviens, alors j'interviens dans plusieurs types de publics différents, que ce soit les lycées, que ce soit les librairies, ou même à la fac où je lance des cours d'autodéfense intellectuelle, ou donc ici ce soir. Alors ce que j'aime bien donner, alors je ne l'ai pas fait ce soir, mais parce que voilà, par moments c'est bien aussi des conférences à l'ancienne, j'aime bien, c'est que je donne à un public que je ne connais pas, je donne à taper le même terme dans la même application ou moteur de recherche. Donc typiquement je demande, voilà, tapez tel terme sur YouTube, et renvoyez-moi le nom des 3 premières vidéos qui sont suggérées par l'algorithme. Alors l'algorithme, pour faire simple, c'est la série d'instructions qui va organiser le travail dans tout le cyberespace, c'est-à-dire Internet et les médias sociaux. Je préfère le terme anglais au terme français, qui pour moi est très impersonnel. Réseau social, pour moi, bon, voilà, c'est trop vague. En tout cas, médias sociaux me semble plus approprié. Donc bref, donc je demande ça. Voilà, on me renvoie les 3 premiers résultats. Maintenant, je bascule sur Google et je vous demande un autre terme, vous tapez tous le même terme, imaginez vous tapez tous le même terme, et vous me renvoyez les 5 premiers sites qui vous sont suggérés par l'algorithme. Normalement, si l'algorithme était
quelque chose de purement technique, fait pour acheminer les meilleures informations, le contenu le plus intelligent, le plus pertinent, nous devrions avoir 3 réponses à ma première requête. Vous devriez tous et toutes avoir les 3 mêmes suggestions, et pour Google, les 5 mêmes suggestions. Or, ce que l'on constate, et même sur des tout petits échantillons, je l'ai même expérimenté à Tremblay en France, dans une petite médiathèque, oui, j'ai eu peut-être une quinzaine de répondants, et je commençais à sentir les gouttes de sueur perler sur mon front d'inquiétude. Je me disais, ça ne va pas fonctionner. Eh bien si, ça a très bien fonctionné, même avec 15 personnes, pour vous dire, donc avec 140 lycéens, comme avec 15 personnes, ça marche très bien. Eh bien, sur le premier résultat, alors bien sûr, ça va dépendre du nombre de personnes qu'il y a, mais on a peut-être 15-20 résultats différents, et sur l'autre, 40-50 résultats différents. Fichtre. Eh bien, pourquoi ça? Vous voyez, je vous donne le même terme de recherche, et on renvoie plein de résultats différents. Eh bien, assez vite, voilà, d'ailleurs, est-ce que vous avez une idée de la question? Si je vous pose la question, pourquoi est-ce que, si je vous donne le même terme de recherche, on pourrait avoir des résultats aussi différents? En fonction de la personne, exactement, vous avez tout à fait... je précise que je ne vous connais pas, vous êtes d'accord, nous ne nous connaissons pas, vous n'êtes pas un acteur que j'aurais recruté pour donner la bonne réponse. Effectivement, c'est en fonction de la personne, puisque en fait, à chaque fois que vous allez dans le cyberespace, vous laissez des traces numériques. Même si vous n'acceptez pas les cookies, vous êtes repérable par l'adresse IP, enfin, etc., vous êtes de toute façon toujours repérable et repéré, puisque c'est les intérêts économiques qui sont en jeu derrière. Donc, vous laissez des traces numériques, que vous en ayez ou non conscience. Et ces traces numériques vont être interprétées par l'entreprise qui conçoit les algorithmes, interprétées grâce à une IA, pour dresser de vous un portrait très fidèle, le plus fidèle possible, parce que c'est de ça que va dépendre ses revenus à cette entreprise. Et donc, elle va interpréter peut-être même des années de surf sur Internet. Alors, la génération, on disait encore du surf, mais alors là, ça va, il n'y a pas encore trop de moins de 30 ans. Je pense que vous ne me jetterez pas tout de suite une pierre pour utiliser ce terme-là, mais je pense que vous comprenez. Voilà. Donc, l'entreprise interprète toutes les traces numériques que vous laissez pour dresser de vous un portrait type très fidèle. Parce que son objectif, étant de maximiser les revenus, sera d'optimiser ce qu'on appelle l'engagement, c'est-à-dire le fait d'interagir avec le contenu proposé et d'interagir longuement. Donc on essaie d'optimiser ces chances-là. Et donc pour ça, il faut savoir qui vous êtes. Or, il y a déjà 10 ans, l'intelligence artificielle de Facebook, un pionnier des réseaux sociaux, était capable de dresser de vous un portrait type dans lequel vous-même, vous vous reconnaissiez mieux que celui que pouvaient faire vos proches, à l'exception à l'époque encore du conjoint de la conjointe. C'était il y a 10 ans. Je vous laisse deviner ce qu'il en est aujourd'hui. Déjà il y a 10 ans. Alors pourquoi? Parce que donc, ça va biaiser le contenu dans 2 types de directions. Il y a un biais qui est aussi vu que la consommation de médias, qui est ce qu'on appelle en sociologie l'exposition sélective, c'est-à-dire qu'on se tourne spontanément vers les sources d'informations qui vont dans le sens de nos convictions et de nos valeurs. On comprend bien pourquoi, on en fait tous l'expérience, évidemment, mais sauf que là, l'algorithme va exacerber ça, et sous une apparence technique. Il ne donnera jamais une indication des sites qu'il a écartés, etc. C'est pas comme quand vous faites le choix de vous-même vous rendre chez un marchand de journaux pour acheter tel ou tel journal. Donc déjà, on a ça. On exacerbe ça. Ok, donc on comprend très bien cette première direction. Et la deuxième direction est beaucoup plus insidieuse, et là, on va beaucoup plus se leurrer par amour-propre. Ça consiste à proposer du contenu qui va susciter en nous des émotions incontrôlables. Et parmi ces émotions incontrôlables, typiquement, il y a la peur, l'indignation, la colère. Ça, ce sont des formidables machines à obtenir de nous l'engagement. Et oui, parce que les revenus de ces entreprises qui conçoivent les algorithmes sont dépendants de ça. Soit parce qu'il y a des incrustations publicitaires directes, hein, vous avez toujours perturbé par ça, soit parce que vos traces numériques sont une mine d'or qui vont être vendues à d'autres entreprises qui vont pouvoir, elles, faire du ciblage publicitaire. Donc de toutes les façons, voilà, leurs revenus dépendent de ça, et donc elles vont pouvoir vous proposer ce contenu de manière extraordinairement efficace.
Ce qui veut dire que donc, les algorithmes sont biaisés en faveur d'un contenu clivant et anxiogène. Voilà. Et ça va... Alors il y a une expérience qui a été menée, ça s'appelait encore Twitter à l'époque, donc bien avant le rachat par le nostalgique du Troisième Reich. Eh bien, Microsoft avait entraîné une intelligence artificielle pour optimiser l'engagement sur Twitter. Et au bout de 24 heures, l'expérience a dû être arrêtée parce que l'intelligence artificielle avait si bien compris en quoi consistait l'engagement que ça dépassait toutes les bornes éthiques. Bon, alors après, la petite histoire veut qu'il aurait rencontré aussi beaucoup de trolls, et donc ça aurait influencé, mais les trolls font partie du paysage d'Internet. Et le dernier tweet, qui a fait disjoncter littéralement Microsoft, de mémoire, je vais essayer de vous le citer, malgré mon grand âge, c'est Bush est derrière les attentats du 11 septembre. Vous savez, Bush le petit, l'inénarrable président que nous avons connu lors des attentats du 11 septembre 2001. Donc Bush est derrière les attentats du 11 septembre. Hitler ferait un meilleur job que les singes que nous avons maintenant. Trump est la seule solution que nous ayons. Fin de citation. Alors là, engagement maximal. Formidable. Hein, voilà. Donc l'intelligence artificielle avait très très bien appris. Beaucoup trop bien. Donc au bout de 24 heures, en 2016 donc, il a fallu... parce que là, en fait, tout ce dont je vais vous raconter, c'est qu'il y a des choses très anciennes. Alors évidemment, moi, ma spécialité, et c'est ça qui m'intéresse au premier chef dans l'ouvrage et voilà, dans l'exploration que j'en fais, c'est nos intuitions, nos croyances et comment ça va faire pour nous influencer comme ça. Alors donc, puisque ça met en avant un contenu clivant et anxiogène, ça va éveiller en nous, renforcer en nous le besoin de sécurité cognitive. On va avoir une demande comme ça de contenu, alors, parce que lorsque l'on ressent de la peur, évidemment, ça va biaiser nos raisonnements. Et ça va exacerber ça. Et alors pourquoi est-ce qu'on peut en venir à rejeter la réalité jusqu'à donc se débarrasser de la science et se cramponner à coup sûr à nos croyances quand on en a, ou alors à réfléchir avec un objectif qui n'est pas de rechercher la vérité, parce qu'il y a en chacun de nous, au niveau inconscient, 3 besoins psychologiques fondamentaux, dont le besoin de sécurité cognitive auquel je fais allusion, c'est-à-dire que le monde est plus rassurant quand il a un sens. Et donc, en nous plongeant dans un certain bain d'informations, voilà, on renforce cette demande-là de l'inconscient, et donc il faut absolument que le monde ait un sens. Et donc, en voulant, par exemple, sauvegarder une croyance qui donne un sens à notre monde, on va refouler les doutes, on va refouler la critique, et on pourra même refouler la science. C'est un premier besoin. Deuxième besoin, un besoin d'amour-propre, puisque la principale difficulté dans la vie, c'est de s'aimer d'un amour équilibré. C'est très difficile, nous sommes tous relativement démunis face à ça, et qui peut se décliner, bien sûr, enfin, un besoin d'affection, disons, qui va se décliner en amour-propre et en besoin d'identification à un groupe ou d'attachement à un groupe, qui nous réchauffe. Un groupe nous donne aussi nous donne ça, et bien sûr un besoin de vérité, puisque en nous il y a un besoin de vérité tout simplement parce qu'on souhaite réussir dans nos décisions, on souhaite prendre des bonnes décisions. Donc on a plus de chances quand même de prendre une bonne décision si on est dans la vérité, quand même. Sauf sur des choses évidemment très abstraites où on n'est jamais confronté au résultat de ce que l'on décide, évidemment. Mais sinon, voilà, on préfère quand même généralement réussir dans nos décisions. Donc voilà, donc on a ces 3 besoins psychologiques fondamentaux qui ne sont pas nécessairement compatibles entre eux. Et donc je ne suis pas fan du tout, pour en revenir à ma toute première intervention, je ne suis pas fan du tout de la définition qui circule dans les médias, où d'ailleurs on a tendance à réduire ça, le phénomène de la post-vérité, à la désinformation, aux fake news, qui effectivement sont aussi vieilles que le monde, même si, encore une fois, c'est amplifié, exacerbé sur Internet et les réseaux sociaux, notamment parce que, par exemple, sur Twitter, donc bien avant, encore une fois, que ça s'appelle X, la probabilité de retweeter une fausse information est plus importante de 70% que celle de retweeter une vraie information, donc c'est déjà un problème en soi, en sachant que ceux qui retweetent les fausses informations sont moins actifs que les autres, donc c'est pas un reflet de l'activisme, c'est bien un reflet du biais de l'algorithme. Donc oui, donc ok, ça amplifie ça, mais il y a en fait 1000 manières par lesquelles on peut se leurrer soi-même. L'algorithme va obtenir de nous que l'on réfléchisse avec un autre objectif
que de trouver la vérité. Et ça, l'esprit humain là-dessus est d'une efficacité redoutable, mais absolument redoutable. Donc là, il est possible de mobiliser des études de psychologie qui sont déjà anciennes, mais parce que c'est un phénomène qui est étudié depuis longtemps. Je vais commencer au plus trivial. Imaginez qu'on vous interpelle dans un supermarché, puis on vous demande de choisir entre 2 paires de bas. Vous n'avez aucun mal à donner les raisons de votre choix. Le seul hic dont vous ne vous apercevez pas, c'est que les 2 paires de bas sont identiques. Mais vous n'avez aucun mal à vraiment bien documenter. Oui, non, je préfère telle paire parce que... Ouais. Bon. Alors, un petit peu moins trivial, imaginez que dans la rue, je vous aborde, je me fais passer pour je suis un expérimentateur, un psychologue, et je vous mets face à des dilemmes moraux. Voilà, le dilemme typique, est-ce qu'il est justifié dans certaines circonstances de sacrifier une vie humaine pour en sauver d'autres, par exemple. Et comme je suis un petit peu malicieux, les psychologues sont souvent un petit peu malicieux, un petit peu manipulateurs, j'intervertis dans une deuxième phase de l'expérience vos réponses. Si, par exemple, vous m'avez répondu « oui, dans certaines circonstances, il est justifié de sacrifier des vies humaines », eh bien, dans la deuxième phase de l'expérience, je vais vous demander « mais pourquoi vous m'avez dit non ?» Eh bien, croyez-le ou non, une majorité d'individus qui participent malgré eux à l'expérience ne repèrent pas la supercherie et n'ont aucun mal à fournir des justifications de ce qui n'était pas leur choix. Et d'être convaincus que c'était bien leur choix, puisque l'expérimentateur, de toute façon, leur dit que c'était leur choix. Alors évidemment, c'est en général ceux qui avaient fourni l'avis le plus tranché au départ qui s'aperçoivent de l'interversion des réponses, évidemment. Mais vous voyez bien qu'il y a une capacité de l'esprit à rationaliser, c'est-à-dire à élaborer des raisons de croire en quelque chose. Et ça, là-dessus, vous voyez, tout dépend donc de l'objectif avec lequel on réfléchit. Alors une expérience que j'aime beaucoup citer, et la suivante, alors en plus il se trouve qu'elle concerne des internautes français, 2480 pour être précis, où on met les internautes en présence d'informations anxiogènes, erronées, en matière d'immigration. Une partie d'entre eux se laisse influencer, évidemment, voilà, il y a des messages efficaces, et puis en particulier la peur. C'est une émotion qui peut tout à fait nous faire changer de point de vue. Alors c'est plus sur le temps long, il ne suffit pas de ressentir une fois de la peur pour changer de point de vue évidemment, mais déjà sur une expérience ça peut changer. Donc une partie de ces internautes se laisse influencer. Ok, jusque-là, rien de bien, pas de quoi casser 5 pattes à un canard. Ce qui est plus intéressant, c'est la deuxième phase de l'expérience où on divulgue un fact-checking. Vous savez, toutes ces rubriques de décodeur, de décryptage de l'information, où on essaie de vérifier les faits. On suit ça d'un fact-checking issu de sources fiables. Eh bien, les internautes vont modifier leurs connaissances factuelles, mais pas la conclusion qu'ils en avaient tirée, sur la base d'informations erronées. Et là, je pense que ça introduit bien au vertige de ce qu'est la post-vérité. C'est-à-dire que oui, ok, les faits, bon, ok, je m'étais trompé sur les faits. Voilà, mais la conclusion, elle, demeure. Ce qui est quand même gênant. Donc voilà, on pourrait comme ça multiplier les exemples, les expériences, en sachant que, de toute façon, par amour-propre, on tend à surestimer notre propre esprit critique. Ce qui est un grand classique, tout le monde, je dis bien nous, vous voyez, il n'y a aucune accusation, aucun jugement de valeur dans ce que je dis, puisque c'est ainsi qu'est fait l'esprit humain. Donc j'ai un esprit humain comme vous, voilà, donc je dis bien nous toujours. Alors typiquement, par exemple, 70% des clics sur Google concernent les 5 premiers résultats suggérés par l'algorithme, quand on fait une requête. 70%. Pour ce qui est de YouTube, 70% des vidéos visionnées le sont sur suggestion de l'algorithme. Donc on est, vous voyez, bien moins enclin à utiliser dans les faits notre esprit critique que la petite histoire qu'on est incliné à se raconter à nous-mêmes, voilà, par amour-propre, et c'est bien normal, entre guillemets, voilà, de chercher à sauvegarder ça aussi. Il se trouve également, et ça c'est bien documenté, que sur Internet, où tout va plus vite, comme vous le savez, nous sommes dans le cyberespace l'objet d'une guerre de l'attention, où en permanence on essaie de nous solliciter, de dévier notre attention vers autre part, vers ailleurs. Eh bien, nous réfléchissons avec un degré de confiance
trop élevé. La confiance, à la fois maintenant en psychologie et en neurosciences, on définit ça comme une métacognition, attention le terme technique, mais c'est en fait pour dire quelque chose d'assez simple, c'est-à-dire que la confiance, c'est l'évaluation que l'on mène en permanence, en tâche de fond dans notre esprit, de la fiabilité de nos propres raisonnements. Voilà. Qu'on en ait plus ou moins conscience ou non, en permanence, on essaie d'évaluer si on peut finalement se fier à nos propres raisonnements, en permanence. Et donc ça donne naissance, cette évaluation surgit sous forme d'une impression, un caractère un peu avec de l'affect dedans, d'où le fait qu'il y a un sentiment de confiance, puisque le sentiment est défini comme la suite cognitive d'une émotion. Donc on a plus ou moins confiance dans un raisonnement. Tel raisonnement inspire plus ou moins confiance. Et bien sur Internet, du fait de cette urgence, de cette accélération prodigieuse qui se produit dans cet espace, les individus ont trop confiance en eux-mêmes. Et donc ça aussi, c'est documenté, parce que de toute façon, en général, plus on accomplit une tâche dans l'urgence, et plus le degré de confiance est élevé. Et typiquement, voilà, le manque de temps, l'urgence et notre mode quotidien sur Internet d'évolution. On évolue en permanence, le temps se dérobe en permanence. Donc on a, quand on accomplit des tâches cognitives, typiquement, des tâches, que ce soit des tâches de culture générale ou des résolutions de problèmes, si on donne les mêmes tâches à faire à un groupe qui dispose d'Internet, à un groupe qui ne dispose pas d'Internet, les réponses ne sont pas meilleures chez ceux qui disposent d'Internet. Par contre, le degré de confiance, lui, est plus élevé. Donc il y a ça, mais il y a aussi, à la longue, puisque ça remodèle un peu nos affects et notre horizon d'attente, cette familiarité avec cette sorte de satisfaction immédiate, d'accélération permanente qui est notre expérience du cyberespace, ça remodèle notre horizon d'attente. On vit dans l'illusion ou la pression qu'il doit se passer quelque chose en permanence. Puis d'ailleurs, on le voit bien nous-mêmes, si on n'est pas joignable à tout moment, et ça pose un problème d'ailleurs, de manière plus générale, avec nos cellulaires intelligents, comme disent les Québécois. Voilà, on voit bien que ça remodèle d'ailleurs la moyenne de tâches quotidiennes. Je parle bien de tâches quotidiennes, et c'est une moyenne. Elle est glaçante par jour. Donc, elle est de 221 tâches quotidiennes. C'est une moyenne. C'est pas mal avec notre cellulaire intelligent. Ce n'est bien sûr qu'une moyenne, ce qui veut dire que certaines personnes doivent dépasser allègrement les 1000. Donc bon, bref, donc tout ça pour vous dire que ça remodèle notre horizon d'attente. Et une expérience que j'adore raconter, parce que je trouve qu'elle raconte quelque chose d'assez frappant sur l'évolution des mentalités, concerne l'élévation de l'intolérance à l'ennui qui en résulte. Puisqu'on fait l'objet de cette garde d'attention, l'ennui est devenu plus intolérable qu'auparavant. Une première expérience menée en 2014 va vous le montrer. Alors imaginez, voilà, vous êtes dans cette salle. Vous n'avez rien à faire pendant 15 minutes. Je vous sépare de votre téléphone, vous n'avez vraiment rien à faire pendant 15 minutes. Si quand même, vous pourriez vous faire quelque chose. Vous pourriez vous administrer un électrochoc. Dans une première phase de l'expérience, vous êtes administré l'électrochoc. La plupart d'entre vous avez jugé ça désagréable. Vous avez jugé ça tellement désagréable que vous étiez prêt à payer pour éviter à nouveau l'expérience. Parce que concrètement, on vous donne 5 $. Alors la première expérience se passe aux États-Unis. On vous donne 5 $, vous êtes prêt à abandonner les 5 $ pour éviter à nouveau, sinon vous les gardez, pour éviter à nouveau cet électrochoc. Sauf que, là, vous voyez, vous êtes dans cette salle, voilà, vous êtes dans cette salle, il n'y a pas grand-chose dans cette salle, et puis surtout, vous êtes séparé de votre téléphone pendant 15 minutes, mais vous ne vous rendez pas compte. Et donc, la seule chose que vous puissiez faire, c'est donc de vous administrer un électrochoc. Vous me voyez venir avec mes énormes sabots. Donc, à votre avis, que s'est-il passé? Mais si. La majorité a préféré la douleur à l'ennui. Au bout de 6 minutes en moyenne.
Si, c'est possible. Ça s'appelle notre monde. Alors, effectivement, alors cette expérience a été répliquée en 2022 en Allemagne, donc autre contexte culturel. Et cette fois-ci, alors donc c'était un peu plus de la moitié qui préférait. La douleur à l'ennui, cette fois-ci, on est largement au-dessus des 80%. Donc on a un approfondissement de cette intolérance à l'ennui. Alors ça peut sembler juste quelque chose d'émotionnel et finalement assez peu relié à la post-vérité, mais si, ça va être relié à la post-vérité, puisque quand vous êtes intolérant à l'ennui, un raisonnement long, complexe, nuancé va vous rebuter. Or, la vérité est souvent ennuyeuse. Elle nous met face à nos insuffisances. Elle nous met face au doute. Vous voyez, donc quand on éprouve de l'intolérance à l'ennui, typiquement, ça ne fait pas très bon ménage avec cela. Par ailleurs, ce qui est bien documenté aussi, alors c'est un autre trait psychologique, c'est l'évolution, la progression de l'intolérance à l'incertitude cette fois-ci, alors qui peut être un petit peu lié à la première, qui peut finalement désigner, si on a un degré faible d'intolérance à l'incertitude, un degré important de tolérance à l'incertitude, c'est-à-dire on supporte mieux le doute. En fait, finalement, la capacité à supporter le doute. On voit bien qu'on a tous, à des degrés différents, une capacité à supporter le doute. Moi-même, si je vous dis qu'il n'y a que deux manières de voir les choses, la mauvaise et la mienne, vous comprendrez, vous n'aurez pas de mal à évaluer mon propre degré d'intolérance à l'incertitude. Alors comme je sais qu'il y a un gang de mathématiciens dans la salle, je vais me permettre de donner cette petite information croustillante. Il y a une progression en 20 ans en Amérique du Nord de l'intolérance à l'incertitude d'un demi-écart type. Est-ce que j'explique l'écart type? Non, si. Non, c'est juste pour dire, voilà, c'est une manière de mesurer la progression de l'intolérance à l'incertitude entre deux données qui sont prélevées au hasard. Quel est l'écart auquel on peut s'attendre? C'est l'écart type. Et donc un demi-écart type dans des recherches en sciences sociales, c'est relativement important. C'est relativement important, d'autant qu'il y a une grande hétérogénéité entre individus par rapport à ça. Pardon? Alors en tout cas pour cette expérience, ce genre d'expérience-là, à ma connaissance en tout cas il n'y en a pas, mais si vous avez d'autres expériences sur la progression de l'intolérance à l'incertitude, je serais ravi d'en discuter avec vous. En tout cas voilà, moi à ma connaissance en tout cas il n'y avait que ça. Donc voilà, vous avez un ensemble de phénomènes là, voilà, qui sont bien documentés. Donc la peur. Je pense que c'est pas mal que je m'arrête un petit instant sur la peur, puisqu'il y a une montée des peurs collectives qui est très importante, qui a débuté un peu avant, évidemment la généralisation et l'omniprésence du cyberespace, évidemment, avec la progression des inégalités, avec le délitement de la protection sociale, avec voilà, il y a eu ça, un frémissement déjà avant, mais là, donc l'algorithme va mettre en avant un contenu anxiogène. Ok, on comprend bien pourquoi. Mais par ailleurs, notre expérience même du cellulaire intelligent et du cyberespace, je vous l'ai dit, donc ayant remodelé notre horizon d'attente, puisqu'il doit se passer quelque chose en permanence, s'il ne se passe pas quelque chose en permanence, angoisse. On comprend bien ça. Il y a, lié un peu à ça, il y a le fameux FOMO, Fear of Missing Out, qui veut dire la peur de louper quelque chose quand on est dans un média social. Et si on n'a pas l'impression de participer ou de ne pas être au courant de la vie du groupe, ça pose problème. Et ça élève les niveaux d'anxiété. Ça aussi, c'est mesuré par plusieurs études. Mais il y a des choses... voilà, il y a encore... d'autres phénomènes là en jeu par rapport à la peur. La peur, ça peut aussi, enfin disons sous la forme de l'anxiété. Alors attention, définissons quand même certains termes, c'est important. Si je prends anxiété et angoisse comme équivalent, ça va désigner le sentiment d'une menace diffus qui n'a pas d'objet précis. Au contraire de la peur, qui elle a un objet précis. On a peur de quelque chose de précis. Et donc c'est bien l'anxiété qui va monter, c'est bien l'angoisse ici qui va monter. Alors l'expérience quotidienne sur les réseaux sociaux, sur les médias sociaux, c'est celle de l'injonction contradictoire. Chacune est partagée
entre le souci de se montrer sous son meilleur jour et celui d'exprimer son moi authentique. On voit bien que ça, on est bien écartelé, et c'est bien une injonction contradictoire, et c'est générateur d'angoisse. Et d'ailleurs, c'est confirmé expérimentalement, hein, l'angoisse, l'anxiété est très fortement corrélée au temps passé sur les médias sociaux. Très fortement. Par ailleurs, oui, l'angoisse, ça peut être aussi, d'un point de vue plus freudien, cette fois-ci, la punition de l'inconscient. On éprouve un sentiment de culpabilité, mais qui n'apparaît pas comme tel, qui apparaît sous forme d'angoisse. Alors pourquoi est-ce qu'on aurait ce sentiment de culpabilité inconscient, qui donc se manifeste sous forme d'angoisse? Eh bien, par exemple, parce que l'on repousse la vérité, par exemple. Parce qu'on met toute son énergie à vouloir sauvegarder absolument certaines croyances, qui est importante pour nous, puisque quand on dit qu'une croyance a un prix, les croyances ont plus ou moins de valeur, et justement, c'est là où l'intelligence... Ah oui, pour bien comprendre la post-vérité, je pense que c'est la meilleure métaphore que j'ai trouvée, c'est que l'intelligence est un outil formidable, et tout dépend de la finalité avec laquelle on l'utilise, cet outil formidable. Et donc, si on l'utilise pour maintenir les croyances qui ont un prix pour nous, eh bien, on va pouvoir y arriver avec plus ou moins d'habileté. Alors évidemment, on est tous différents. Donc on a tous, ces trois besoins psychologiques fondamentaux agissent à des degrés divers dans notre inconscient, j'en parlais. Mais bon, voilà, on a malgré tout tout ça. Donc la peur. Donc voilà, un ensemble de raisons pour lesquelles on aurait plus peur et qui sont liées directement au cyberespace, du moins au fonctionnement des algorithmes. Donc c'est ce qui va expliquer notamment, vous y avez fait allusion, que beaucoup de monde peut évoluer dans des réalités alternatives, donc inspirées par la peur. Parce que la peur, de toute façon, est intolérable. Elle éveille en nous un sentiment de vulnérabilité. Notre cerveau se met en hyper-éveil, il est dévoué au repérage de signaux faibles de danger, donc il va surestimer en permanence le danger, il va réfléchir avec cet objectif-là, donc on surestime le danger, et donc il va être facile, par exemple, de tomber dans la réalité alternative suivante. Le monde est en proie à la décivilisation, à l'ensauvagement. C'est des termes auxquels vous n'avez pas pu échapper, sauf si vous avez hiberné. Alors donnez-moi le secret de l'hibernation, s'il vous plaît. Si c'est le cas, oui. Alors pourquoi est-ce que je dis ça? Mais justement, un indice qu'on est dans une réalité alternative, c'est le sentiment, un poisson ne sait pas qu'il est dans l'eau, c'est le sentiment que ce n'est pas une réalité alternative, justement, que c'est un discours presque normal, tellement on l'a entendu. Eh bien, à ma connaissance, les meilleures recherches historiques sur l'histoire des homicides, puisque de toute façon c'est ce qui est le mieux documenté dans une perspective historique, et c'est aussi ce qui est le plus objectif parmi les diverses formes de violence. Donc à ma connaissance, il y a des travaux d'historiens qui ont été menés depuis le XIIIe, qui ont des données depuis le XIIIe siècle de 18 pays européens différents, 823 villes, un travail très minutieux de collecte de données, vous montre que le taux d'homicide depuis le XIIIe siècle a chuté, a été divisé par 20 à 100. 20 à 100. C'est-à-dire que vous serez d'accord avec moi pour dire que le Moyen-Âge n'est pas exactement une période d'avant la civilisation. Or, le taux d'homicide a déjà été divisé par 20 à 100. Alors il y a une baisse assez continue, mais qui s'accélère à partir du début du XVIIe siècle, où encore on est à des taux 10 fois supérieurs à aujourd'hui, voire plus. Et même si on raccourcit la focale au début des années 90, on a un taux 2 fois inférieur aujourd'hui par rapport au tout début des années 90. De toute façon, les années 90, c'était toujours la civilisation. Donc, c'est quand même extraordinairement étrange de se trouver dans un monde où c'est devenu presque une évidence pour une grande partie de la population. Mais alors, attention, je vais progresser un cran plus loin dans la réalité alternative, mais c'est vrai que vous m'avez fait une passe décisive tout à l'heure.
à ce sujet. Ce qui, pour voilà, un praticien des sciences sociales est très étrange, très sidérant, c'est l'espèce d'évidence de sens commun, c'est devenu maintenant une évidence de sens commun du lien entre l'immigration et l'insécurité. Or, à ma connaissance, et puis là j'ai encore tombé sur post-écriture de ce livre, parce que je le documente déjà beaucoup dans le livre, mais je suis tombé sur d'autres travaux de recherche encore post-écriture du livre. Or, c'est quand même en train de devenir un très large consensus, alors il y a, disons plutôt une très large majorité de travaux scientifiques qui vous montrent qu'au contraire, il n'y a aucun lien entre l'immigration et l'insécurité. Alors pourquoi est-ce que tant de monde croit ça? Et oui, c'est intéressant de creuser ça. Et pourquoi est-ce que les apparences, malgré tout, donnent raison à ce discours? Parce que si vous regardez les chiffres bruts, les statistiques brutes de la délinquance, il y a une forte proportion d'étrangers parmi les délinquants. Évidemment. Donc si on se contente des chiffres bruts, évidemment, le bon sens voudrait qu'il y ait un lien entre l'immigration et l'insécurité. Mais justement, la science est là pour aller au-delà des apparences. Et alors, ce que j'aime bien dans des cours de statistique, voilà, de première année de licence, deuxième année de licence, un exemple un peu malicieux, mais qu'un exemple, on va dire, classique, canonique, pour faire comprendre le raisonnement statistique, hein, qui sert à la manifestation de la preuve. Si vous êtes dans une école primaire, ce que vous observez, c'est que les enfants qui ont les plus grands pieds sont aussi ceux qui lisent le mieux. Mais ne riez pas, c'est un fait d'observation. Et je suis très sérieux, c'est un fait d'observation. Mais alors pourquoi? Est-ce qu'il faudrait avoir des grands pieds pour bien lire? Je chauffe, j'ai du 45. Hein. Mais alors quelle est la réponse à cette énigme? Ce sont les plus âgés, exactement. Hein, quand vous êtes plus âgé dans l'école primaire, votre développement cognitif est plus avancé, donc vous lisez mieux et vous avez aussi des plus grands pieds. Donc c'est pour ça qu'il faut, en fait, quand on est dans une démarche scientifique, interpréter toutes les données en récoltant tous les facteurs causaux potentiels et ensuite les interpréter avec des calculs qui nous permettent de déterminer si oui ou non il y a une corrélation ou pas, et en fonction des éléments théoriques à notre disposition, on peut en déduire s'il y a causalité ou pas. Et c'est ça qui nous permet de dire, en fait, dans la recherche, que en fait, les facteurs de délinquance sont l'âge, et d'ailleurs c'était vrai aussi à la Renaissance et au Moyen-Âge, avoir moins de 35 ans, le genre, être un homme, l'échec scolaire, qui est un facteur très fort de délinquance, mais vraiment très fort. Hein, parmi les détenus, il y a plus d'1 sur 2 qui n'a pas de diplôme en France, par exemple. Vous voyez, ce qu'on pourrait appeler la pauvreté ou l'inégalité. Pourquoi est-ce que je fais pauvreté / inégalité? Parce qu'en fait, la définition dominante qu'on en donne, nous, économistes, de la pauvreté, ça renvoie en fait aux inégalités. Puisqu'on le définit comme le seuil de pauvreté est régulièrement défini, parce qu'il y a 2 définitions classiques quand on étudie la pauvreté à l'intérieur d'un pays. C'est 60% du revenu médian ou 50% du revenu médian. C'est le seuil de pauvreté. Revenu médian, c'est celui qui partage en 2 une population. Hein, donc la moitié touche plus, la moitié perçoit moins. Ce qui veut dire que ça évolue avec la société. Le revenu médian d'aujourd'hui n'est pas le revenu médian d'il y a 40 ans. Donc c'est pour ça qu'on parle, enfin voilà, pauvreté / inégalité. Donc c'est ça en fait les facteurs de délinquance. Et l'immigration n'en fait pas partie. Sauf que vous pouvez vous tromper si parmi... vous voyez, alors qu'est-ce qui fait que finalement on ne voit pas un homme de moins de 35 ans qui a échoué à l'école et qui multiplie les petits jobs précaires et qu'on voit plutôt un immigré? Vous voyez, c'est intéressant les perceptions sociales. Et donc l'algorithme va favoriser le discours anxiogène anti-immigré. Alors que la science, et j'insiste sur le fait que c'est une très large majorité, je peux vous donner, si ça vous intéresse, des références à ce sujet, et voilà, et la très large majorité des travaux, pas tous, ne trouvent pas de lien. C'est quand même intéressant de voir à quel point ce qui est devenu une évidence de sens commun est tout sauf évidente, en fait. Et c'est d'ailleurs pour ça que la science est attaquée. Parce que la science dérange, parce qu'elle va confronter les croyances aux réalités. Donc là, il ne faut pas se tromper sur ce qui est en train de se passer, ce qui pourrait nous arriver aussi. Les États-Unis ouvrent la voie. Hein.
c'est le pays de naissance d'Internet et des médias sociaux. Il s'y passe avec un temps d'avance qui se passe chez nous ensuite. Donc c'est pour ça qu'il est important de prendre conscience de ce qui se joue sous nos yeux. Voilà. Ben, je pense qu'à partir de là, ça met déjà une bonne ambiance. Mais si on va un petit peu plus loin, ouais, on peut discuter tout de suite. Qu'est-ce que... Oui ? C'est énorme. Non, ouais, c'est vraiment énorme. Et même dans des pays pauvres africains, il y a beaucoup de téléphones portables. Ouais, ouais. C'est énorme. Hein. D'ailleurs, je donne des chiffres dans le bouquin de l'évolution qui a été très rapide aussi, puisque finalement, Internet, c'est une invention récente, même s'il y a l'ARPANET, l'ancêtre, mais en fait, Internet tel qu'on le connaît, c'est une invention récente, et ça s'est répandu très très rapidement. D'ailleurs, les réseaux sociaux ont juste 20 ans, en fait. Enfin, le principal, le Facebook, le premier, a juste 20 ans. Vous voyez, c'est très peu, et ça s'est répandu dans notre quotidien très rapidement. Et comme on passe en moyenne en France, les chiffres médiamétrie, c'est plus de 3 heures par jour en moyenne sur Internet. En moi, mes étudiants, ils sont plutôt à 7-8 heures. Mais attention, c'est pas du tout pour jeter la pierre aux étudiants, puisque de toute façon, les effets d'Internet ne sont pas du tout liés au temps qu'on y passe. C'est pas linéaire. Parce que typiquement, ceux qui vont relayer le plus de fake news, de nouvelles erronées sur Twitter, je le dis bien Twitter à dessein, c'est pour dire que c'était avant notre ami Musk, c'est les personnes qui utilisent le moins Internet et les réseaux sociaux, c'est les personnes âgées, hein, plus de 70 ans en l'occurrence, là, dans l'étude à laquelle je fais référence. Donc vous voyez, c'est plus complexe en fait que de dire, voyez, jeter la pierre aux jeunes, non pas du tout, hein, voilà, ça va influencer tout le monde. C'est pas linéaire avec le temps d'usage, ça serait trop simple. Donc il y a ça. Ce qui est aussi, alors sans doute plus encore, on progresse d'un cran, on va dire, dans la complexité et dans le caractère un peu médusant de ce qui se déroule, c'est que, et là c'est une analyse freudienne typiquement, quand vous éprouvez un niveau d'anxiété important, donc un sentiment de menace diffus, ça peut surgir de toutes parts. Eh bien, l'esprit peut réfléchir en fait avec l'objectif, pour diminuer le sentiment de vulnérabilité, avec l'objectif de fixer ce sentiment de menace quelque part, sur un objet. Donc vous ne réfléchissez pas pour découvrir la vérité, mais pour diminuer le sentiment de vulnérabilité, donc quitte, vous voyez, à passer très vite sur les doutes, quitte à sauter aux conclusions. Et donc là, voilà, vous pouvez tout à fait croire en des ennemis imaginaires. Et les ennemis imaginaires, il y en a. Il y en a. Ça sera peut-être le bonus DVD. Je vais peut-être plutôt parler de l'inversion de la réalité, parce que c'est quand même un phénomène qui me semble très redoutable. Et c'est là où ce monde a de quoi dérouter. Oui, l'inversion de la réalité. Donc, je pense démontrer dans l'ouvrage, mais vous voyez, ça va crescendo, et c'est pour ça que c'est le dernier chapitre, puisque c'est évidemment il faut avant toute une progression de la démonstration, mais que, effectivement, le discours de l'extrême droite repose sur l'inversion systématique du réel. Alors, je vais en donner quelques illustrations. Première illustration, la préférence nationale. La préférence nationale suppose, et c'est même affiché clairement par certains responsables, qu'il y ait une préférence étrangère à l'heure actuelle. Ce qui, à la fois au plan du droit comme des faits, est non seulement faux, mais c'est l'inversion de la réalité. Puisqu'il y a beaucoup de métiers, notamment dans la fonction publique, qui sont interdits, la plupart des métiers de la fonction publique sont interdits aux étrangers extra-communautaires, c'est-à-dire hors Europe. Hein, parce que bien évidemment, on voit bien qu'il est visé toujours par ce genre de discours. Donc ça, c'est déjà sur le plan du droit, mais même plein de professions privées. Dans plein de professions privées, il faut, vous voyez, par exemple, avoir un diplôme français, ou bien il faut avoir un diplôme reconnu,
et la reconnaissance est loin d'être systématique, vraiment loin. Donc ça concerne aussi un certain nombre, d'un simple point de vue juridique, ça concerne pas mal de métiers aussi dans le privé, hein, de notaire, etc. Donc, à dirigeants de sociétés de sécurité, enfin, il y a beaucoup de métiers comme ça avec des restrictions. Bon, ok. Mais dans les faits, également, hein, s'il y a quand même quelque chose sur lesquels les économistes comme les sociologues, puisque finalement on est plusieurs champs disciplinaires à étudier les mêmes choses, c'est ça ça peut vous sembler étonnant qu'un économiste s'intéresse à ces choses-là, mais en fait les économistes s'intéressent à beaucoup de choses dans les sciences sociales, même, et là c'est un impérialisme je pense de notre discipline, mais en tout cas, voilà, les économistes vont se pencher sur beaucoup de choses. Donc finalement les économistes comme les sociologues ou les politistes qui s'intéressent aux discriminations vous diront bien qu'elles existent et qu'elles sont importantes. Alors ce qui va faire l'objet de débat, c'est l'ampleur de ces discriminations. Mais les discriminations qui frappent les immigrés existent bel et bien. Et elles existent dans l'accès au logement. En moyenne, il faut faire 50% d'appels en plus pour obtenir le même nombre de rendez-vous, par exemple. Pour l'embauche, ça oui, ça existe bel et bien. Et aussi pour les salaires. C'est-à-dire à facteurs objectifs mesurables équivalents, même âge, même diplôme, même expérience professionnelle, même lieu de résidence, même situation familiale, selon que vous êtes immigré originaire d'Afrique ou, on va dire, autochtone, les salaires sont différents. Alors, en bas de l'échelle sociale, il y a une différence de salaire de 5%, mais en haut de l'échelle sociale, ça va de 20 à 33%. Évidemment, en bas de l'échelle sociale, on comprend bien pourquoi il y a un salaire minimum, donc il est beaucoup plus difficile, même si certaines professions sont hors salaire minimum, mais c'est quand même une infime minorité. Donc il y a ça. Et je ne sache pas que par ailleurs, à l'Assemblée nationale ou dans les gouvernements, il y a une surreprésentation des immigrés. Vous voyez, donc on est vraiment dans l'inversion de la réalité. Mais c'est sidérant. On pourrait parler également, oui, parce que malgré tout, ces discriminations, comme elles ont l'inconvénient d'exister et que des gens s'en plaignent, il y a des témoignages sur les discriminations, eh bien, l'extrême droite va trouver comme explication, comme parade, le fait d'attribuer ça, une sorte de propension pathologique à s'apitoyer sur son sort, qu'elle appelle la victimisation. Vous voyez, vous êtes, oui, mais on les connaît, ils se plaignent toujours, etc. Donc il y aura une concurrence victimaire, etc. Mais c'est très précisément ce que fait l'extrême droite en permanence, se victimiser. Alors même que dès 2013, les personnalités politiques les plus invitées dans les matinales à la télé et à la radio étaient les responsables du Front National. Dès 2013. Un chercheur, Nicolas Hervé, vous montre, en étudiant les citations dans les JT et dans les chaînes de polémique en continu, d'août 2021 jusqu'à, je crois de mémoire, 19 décembre 2021, il vous montre que le candidat à l'élection présidentielle le plus cité devant tout le monde, c'était Éric Zemmour. Il était d'ailleurs plus cité que les 4 candidats de gauche réunis. Par contre, la victimisation fonctionne à plein dans le discours que tient l'extrême droite, voilà, de manière globale. Par ailleurs, l'économiste que je suis peut, si vous me laissez un peu de temps, si ça vous ennuie pas trop, non mais je vous dis l'argument et puis on peut développer après si ça vous intéresse dans les questions, peut vous dire que bien loin de développer un discours social, en fait, si le programme du RN était appliqué, il consoliderait l'ordre économique établi. Parce qu'à chaque fois qu'il aborde presque à chaque fois, c'est pas quand même il y a de la nuance à apporter, mais presque à chaque fois qu'il aborde l'économie prétendument sous l'angle social, ça passe par une baisse de la fiscalité. C'est quasi systématique. Donc c'est-à-dire un affaiblissement de l'État, donc un affaiblissement de la capacité de la collectivité à remédier à d'éventuelles défaillances de marché. Et ça va tout à fait dans le cadre du discours dominant, du discours des politiques économiques. D'ailleurs, la mesure phare consiste en une baisse de charges sociales sur les salaires. Ce qui est mené
avec constance par tous les gouvernements, depuis au moins Édouard Balladur, depuis en 1993. Et dont mon collègue Clément Carbonnier, dans Toujours moi, un ouvrage que je vous recommande, vous montre bien que ça n'a eu aucun effet sur l'emploi, mais aucun. Et ça coûte 3 points de PIB chaque année. Vous imaginez, avec 3 points de PIB de déficit en moins, déjà, on verrait le budget différemment. Mais on fait ça depuis 1993. On n'a fait qu'élargir cela. Donc au mépris des preuves qui existent et qui se sont accumulées depuis. Donc voilà, on a ça, donc ça fait partie des mesures phares. Et par ailleurs, quand il s'agit de voter sur le relèvement du SMIC ou l'indexation des salaires sur les prix, le RN a toujours voté contre. Vous voyez, rétablissement de l'ISF, il vote contre. Quand il propose un impôt sur la spéculation financière, en fait, il exclut 80% du patrimoine. Et notamment ce qui est le plus sujet à spéculation, c'est-à-dire l'immobilier et les actions. Alors évidemment, il n'inclut que les actions des très très grandes entreprises. C'est pour ça qu'il appelle ça spéculation financière. Mais, bon. Donc il exclut quand même la majeure partie du patrimoine. Donc voilà, etc. etc. Donc on a ça, donc voilà, on a une troisième inversion de la réalité. Quand même, le rapport d'extrême droite aux libertés, c'est quand même, je veux dire, c'est même consubstantiel. Depuis la naissance de l'extrême droite, on met l'ordre au-dessus des libertés. Et que l'extrême droite se présente en défenseuse des libertés, et d'ailleurs dans la pratique du pouvoir de l'extrême droite, même si évidemment on n'en est plus autant, on n'est plus dans l'entre-deux-guerres, on n'est pas en 39-45, on est d'accord, mais quand même, quand un parti d'extrême droite arrive au pouvoir, que ce soit en Hongrie, que ce soit au Brésil, aux États-Unis, etc., une des premières choses que fait l'extrême droite, systématiquement, c'est de réduire l'indépendance des magistrats, réduire l'indépendance de la presse et le pluralisme de la presse, criminaliser le désaccord. Hein, c'est quand même à peu près systématique. Donc que l'extrême droite s'avance comme défenseuse des libertés alors qu'elle fait l'inverse, vous voyez, on est encore dans l'inversion de la réalité. Donc il y a comme ça beaucoup d'éléments dans son discours qui devient le discours dominant, enfin qu'il est déjà en fait. En particulier, parce qu'il y a quand même aussi une hétérogénéité de l'espace médiatique, mais en particulier à la télé et à la radio, en particulier. Ce qui est assez... Oui, par ailleurs, elle va toujours se plaindre du laxisme. Le fameux laxisme des juges, voilà, pour mettre en avant l'exigence de sécurité, sauf que ça fait depuis 1997, donc 28 ans maintenant, qu'on mène une politique de tolérance zéro, c'est-à-dire qui consiste à alourdir les sanctions. Hein, d'ailleurs, si on regarde sur une période de 1994 à 2014, on voit qu'il y a plus de 600 délits qui ont vu leur maximum de peine augmenter contre 32 qui ont fait le mouvement inverse. D'ailleurs, le nombre de personnes qui sont condamnées à de la prison a augmenté de 52% entre le 1er janvier 2000 et le 1er janvier 2025. Le nombre de personnes sous main de la justice a augmenté de 75%. Quand la réforme emblématique des années Sarkozy, c'est-à-dire les peines planchées pour les récidivistes, a été mise en œuvre et puis abrogée sous François Hollande, les juges n'ont pas modifié leur pratique de condamnation. Donc en fait, c'est resté dans les pratiques des juges. C'est un chercheur qui s'appelle Arnaud Philippe qui le démontre bien. Donc on a bien un renforcement des sanctions, une sévérité plus grande, comme si finalement la cause de l'insécurité venait d'une défaillance morale. Or on fait ça, donc on pratique ça depuis très longtemps, et le discours de l'extrême droite n'est pas du tout de mettre en avant qu'on pratique la tolérance zéro, mais au contraire, qu'il y aurait laxisme. D'ailleurs, ce que vous montre ce chercheur Arnaud Philippe, qui est un économiste, qui travaille à Bristol, ce qu'il vous montre, et c'est très intéressant, dans son ouvrage « La fabrique des jugements », je vous le conseille, c'est que plus le magistrat officie dans une région où l'extrême droite fait des scores électoraux importants, et plus les condamnations sont lourdes pour les délits. Mais tout simplement parce que les magistrats sont des êtres humains comme tout le monde, ils ont des cercles de relations, et bien ils se laissent influencer par leur cercle de relations.
Mais voilà, donc c'est prouvé par des calculs statistiques. Voilà, il a eu accès à une année de données exhaustives des condamnations, donc il a un matériau statistique formidable là-dessus, à ce sujet. Bon, voilà, donc ça fait partie des aménités. Ah oui, puis l'antiracisme serait raciste. La bonne blague. Ah oui, voilà, les antifas, voilà. Vous voyez? Donc on est dans l'inversion systématique du réel, et on en a vu les conséquences aux États-Unis. C'est-à-dire que maintenant, on ne se cache plus derrière les lumières, la raison, parce que l'extrême droite aime aussi maintenant, alors que historiquement, elle est anti-lumière, elle est anti-raison. Hein, elle exalte les préjugés. Et justement, l'extrême droite, à l'origine, c'est un mouvement contre-révolutionnaire, hein, qui ne supporte pas que nous ne soyons plus en monarchie, qui ne supporte pas que la matrice d'inspiration des lois ne soit plus le catholicisme. Donc on est vraiment dans les anti-lumières, anti-raison. Aujourd'hui, il se prévaut des lumières et de la raison, mais c'est pour demain mieux censurer. Puisque c'est ce qui se passe aux États-Unis. Il est interdit maintenant de mener des recherches sur les inégalités, le genre, le climat, etc. Vous avez vu la fameuse liste de plus de 110 mots interdits de financement de recherche. Et donc, voilà, c'est peut-être ce qui pourrait nous guetter. Peut-être. Ouais, alors on peut ouvrir les discussions. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup. Maintenant, aux questions. À vos questions. Merci pour cet exposé. J'avais trois questions très différentes, mais trois petites questions. Trois, d'un coup, comme ça. La première, c'est du coup, on a le diagnostic, ouais. Mais après, que faire? Enfin voilà. Est-ce qu'on est condamné à ça, ou est-ce qu'il y a des choses à faire, et lesquelles? La deuxième, je suis enseignant-chercheur, je le précise aussi, mais votre exposé laisse à penser que la science est le moyen de lutter contre tout ce qu'on voit. Or, si tout ça est possible, c'est grâce à la science. C'est la science qui a permis tout ça. La manipulation, c'est les découvertes en sciences cognitives qui ont été utilisées pour nous manipuler. Et donc, quelle est la responsabilité des chercheurs? Pourquoi les chercheurs résistent aussi peu? Pourquoi ils collaborent autant avec ces industriels-là? Et est-ce que la science est vraiment la solution? Et la troisième question, qui m'intéresse moi plus, qui est plus épistémologique, mais aussi, à vous écouter, on est surtout sur des biais cognitifs, et très peu sur des questions politiques. Et moi, la question que je me pose, si j'ai bien compris, il y a plus de 150 biais cognitifs. À ce niveau-là, pourquoi on parle de biais cognitifs? Est-ce que c'est pas tout simplement le cerveau humain qui fonctionne comme ça? Donc moi, c'est un truc que j'ai jamais compris avec la psychosociale, c'est cette importance des biais cognitifs. Hein, vous confirmerez ou pas qu'il y en a plus de 150, mais le jugement critique que moi j'ai, si on en est là, si on a plus de 150 dysfonctionnements, est-ce que c'est pas le fonctionnement normal? Voilà trois questions totalement différentes. Est-ce que vous me permettez d'y répondre tout de suite, sinon je vais perdre le fil? Donc que faire? Alors je vois ça comme une question double. Que faire au niveau collectif? Que faire au niveau individuel? Alors ma première réponse est toujours la moins satisfaisante, c'est au niveau collectif. C'est comme le réchauffement climatique. Hein, quels que soient nos gestes personnels, aussi louables soient-ils, ce n'est pas ce qui va faire avancer le problème collectif. Donc la réponse doit être politique. Elle ne peut être que politique. Or, les concepteurs de ces algorithmes, vous avez compris qu'ils sont de l'autre côté de l'Atlantique, déjà s'ils étaient au niveau européen. Ceci dit, il y a eu des avancées européennes quand même qui sont notables, mais on est encore très loin d'un début de résolution de tous les problèmes qui sont soulevés là. Alors, si on voit une version, donc c'est bien, j'ai un verre à moitié plein, à moitié vide, on peut se dire qu'il y a une convergence des luttes. On peut se dire, finalement, le réchauffement climatique, si on conserve notre système économique tel qu'il est, on ne résoudra pas le réchauffement climatique, on n'arrivera pas à développer une économie soucieuse, enfin respectueuse de l'écologie.
on n'y arrivera pas avec le modèle actuel. Donc il faut en changer. Et bien c'est la même chose ici. Il faut changer de modèle économique, une convergence des luttes, voilà, puisque finalement le capitalisme numérique est à l'intelligence que la démagogie est à la politique, en quelque sorte. Ok. Alors au niveau individuel, quand même la bonne nouvelle, c'est que l'esprit critique, ça se pratique et ça s'apprend. Donc il peut y avoir toutes sortes de choses qu'on peut faire à un niveau individuel, toutes sortes de réflexes qu'on peut avoir, mais voilà, au moins sur des thématiques importantes sur lesquelles il conviendrait qu'on ne se laisse pas manipuler par les algorithmes et par nous-mêmes, puisque finalement il faut se méfier autant de soi que des autres. Puisque les algorithmes fonctionnent parce qu'ils savent justement s'appuyer sur les biais cognitifs et sur le fonctionnement notamment des émotions, etc. Donc oui, par exemple, si vous entendez quelque chose, est-ce qu'il s'agit d'une affirmation ou d'une démonstration? Vous voyez, par un genre de question de bon sens, mais qu'il faudrait pouvoir se poser un peu plus systématiquement. Est-ce que ce que j'entends, c'est finalement on discrédite l'auteur ou bien on réfute le fond de l'argument, par exemple? Est-ce que, en particulier, c'est le cas dans mon domaine de spécialité? C'est-à-dire qu'en économie, un des grands biais, c'est qu'on tend à substituer une grille de lecture morale à une analyse causale. C'est-à-dire qu'on voit tout en termes de responsabilité, irresponsabilité, laxisme, fainéantisme, ce qui est une imbécilité phénoménale dans mon domaine. C'est pas que le jugement moral est en soi condamnable, pas du tout, mais sauf que pour bien juger moralement des choses, il faut d'abord les comprendre. Et le problème vient quand on substitue bien voilà, ce jugement moral à l'analyse causale. Donc c'est au lieu d'analyser causalement les choses qu'on les voit avec une grille de lecture morale. Et ça, c'est typique en économie, ça, dans les médias, on l'entend en permanence. Oui, parce que je précise que l'influence du cyberespace déborde le cyberespace. On pourrait se dire, oui, mais moi, je suis très peu sur les réseaux sociaux, donc tout va bien. Non, sauf qu'il a été prouvé, donc là, c'est les travaux de Julia Cagé et co-auteur, que, en fait, quand il y a une hausse des tendances sur Twitter, puisque les journalistes sont sur Twitter, X, hein, qu'ils utilisent comme une sorte de baromètre de l'opinion publique, de sismographe de l'actualité. Et bien quand il y a une hausse de 55% des tendances sur Twitter, ça se traduit par une probabilité accrue de 18% que le sujet soit traité dans les médias traditionnels. C'est pour ça qu'en fait, cette logique-là, en fait, maintenant, on la retrouve partout. Et 55% de hausse de tendance sur Twitter, c'est rien du tout. Mais alors, vraiment rien. Oui, voilà. Et après, des choses peut-être plus perturbantes pour nous-mêmes, mais qui est important pour le développement de l'esprit critique, c'est se poser la question, par exemple, si on entend un argument avec lequel on n'est pas d'accord. Se demander à quelles conditions ou dans quel contexte cet argument-là peut commencer à devenir vrai. Vous voyez, donc là, c'est déjà intéressant. Ou à l'inverse, ce que je pense vrai, à quelles conditions ou dans quel contexte ça peut commencer à devenir faux. Ce qui vous permet, si vous posez ce genre de questions, évidemment il ne s'agit pas de se le poser en permanence, évidemment on a tous un quotidien, on est d'accord, mais vous voyez que si vous posez régulièrement, en tout cas sur des thèmes importants, ce genre de questions, ça vous permet de mieux comprendre qu'on pense différemment de vous. Oui, parce que dans cette logique qui est mise en avant par les algorithmes, on peut très bien vous enfermer dans des bulles. Hein, c'est très facile, hein, pousser à l'extrême, cette logique où on privilégie le contenu qui va dans le sens de vos croyances, vous pouvez très facilement vous retrouver dans une bulle à la fin. Et donc, ne pas pouvoir comprendre que l'on pense différemment de vous. De toute façon, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a que deux manières de voir les choses. Enfin, bon, mais oui, il y a des gens qui sont en désaccord avec moi, c'est incroyable. Est-ce que je peux me permettre de poser ma question? Oui, alors attends, et juste la toute dernière, oui, non mais oui, les biais cognitifs, non, c'est pour répondre à la troisième question, je ne veux pas éviter, vous voyez, les questions qui me gêneraient aux entournures, et hop là, oh, vous n'avez rien vu, je n'ai pas répondu. Non, oui, c'est le fonctionnement normal du cerveau humain, je vous le concède, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas apprendre à bien raisonner. Donc oui, il y a plein de biais cognitifs, d'ailleurs ça a fait débat, et beaucoup de psychologues, à ma connaissance, déplorent ça. Il y a beaucoup trop, donc on essaie d'avoir des typologies qui permettraient voilà, de regrouper un peu et que ça apparaisse moins fouillis. Mais oui, le cerveau humain, alors vous savez, moi j'ai un cours de master avec des étudiants qui sont choisis sur le volet du monde entier. Ils sont super brillants. Et mon cours, je fais 6 heures de laboratoire
où je les teste en fait sur leur raisonnement et ils tombent systématiquement dans les mêmes biais cognitifs que tout le monde. Et notamment sur alors qu'ils ont été entraînés en statistique et en probabilité, sur le raisonnement probabiliste ou statistique, ils se plantent comme les autres. Sur les raisonnements logiques, ils se plantent aussi. Il y a énormément de biais. Dernièrement, avec d'autres étudiants, j'ai fait l'expérience suivante. Il y avait 2 groupes. Je constitue 2 groupes de manière complètement aléatoire, surtout pour mes étudiants qui sont les damnés de la Terre. Moi, j'enseigne à Saint-Denis. Je leur montre des tableaux de Clay et Kandinsky. Autant dire que pour eux, l'art abstrait, c'est à 10 000 km de leur univers. Donc, donc c'est vraiment une constitution. Donc, selon qu'ils préfèrent Clay ou Kandinsky, je constitue 2 groupes de taille à peu près équivalente. Puis ça me permet, un groupe sort de la salle et puis je teste certaines choses avec un premier groupe et puis le deuxième, voilà, après ils échangent leur place. Et ça me permet de tester un certain nombre de choses, notamment des formulations alternatives. Vous savez, vous changez dans votre expérience juste un tout petit quelque chose. Et si vous constatez une différence entre les 2 groupes, à ce moment-là, vous l'imputez à ce petit quelque chose que vous avez changé. Donc typiquement, là dernièrement, alors même que 90% de mes étudiants sont racisés, ils sont issus d'une immigration visiblement africaine, voilà. Donc je leur donne en lecture le même récit d'une condamnation judiciaire. Vous voyez, une rixe à la sortie d'une boîte de nuit, bon voilà, ça se finit par le décès d'un, je la fais très courte, par le décès de la victime. Voici, donc on voit le visage de la personne qui est inculpée, et à quelle peine de prison vous condamnez cette personne-là. Donc ils ont le choix, ça s'étage de 3 à 15 ans. Et voilà, la seule chose qui change entre les 2 groupes, c'est la photo. Et évidemment, le blond aux yeux bleus est moins sévèrement condamné que l'immigré d'origine maghrébine. Évidemment. C'est la force des stéréotypes, des préjugés sociaux, et ça se teste en fait. Au début, je me disais, ouais, c'est un truc de pédagogie, c'est sympa, moi je prends quand même des risques. Et en fait, je suis à chaque fois effaré de voir que ça fonctionne. Bon, voilà, mais je suis content que je sois toujours effaré et que je garde cet entrain. Je suis très content. Mais oui, je me dis, mais c'est incroyable quand même. Il y a bien un moment, un groupe qui va me dire, non mais monsieur, enfin voilà, non, ça fonctionne. Ouais, puis j'arrête parce que là j'étais très long, très bavard sur ces 3 réponses et monsieur voulait me poser des questions. Je vous en prie. Oui, bon, je vais essayer de ne pas parler trop longtemps. Dans votre exposé, il y a 2 choses qui m'embête un peu. Il y a d'une part des concepts, des mots sur lesquels, franchement, je n'arrive pas à mettre de définition, vous ne les avez pas définis, et d'autres qui sont, il me semble, des vieux chevaux. Alors, je vais commencer par le début, très rapidement. Je vais vous donner un exemple. Ma mère adorait le bœuf stroganoff. Elle le faisait très bien, toujours de la même façon, et elle trouvait ça délicieux. Moi, je trouvais ça absolument dégueulasse. Ma mère a toujours suivi le même algorithme. Ma mère suivait un algorithme. Et est-ce que le bœuf stroganoff était bon, ou est-ce que le bœuf stroganoff était mauvais? Où est la réalité? Il y avait la réalité de ma mère, il y avait la mienne. Donc cette notion de réalité, je ne vais pas m'étendre dessus, mais cette notion de réalité pose problème, surtout quand on dit la réalité. Quant à l'algorithme, j'ai l'impression, à travers votre discours, bon, vous n'avez pas beaucoup de temps, vous ne pouvez pas élaborer, je le conçois, mais à travers tout ce qu'on entend sur les algorithmes, on a l'impression que ce sont les grands méchants. Or, les algorithmes sont parmi nous depuis très longtemps. Le mot algorithme est dérivé du nom d'un astrologue perse du 8e siècle, 7e, 8e siècle, Al-Khwarizmi, vous le savez peut-être. Les élèves de ma génération qui étaient au primaire apprenaient très vite des algorithmes qu'ils maîtrisaient, comment multiplier 375 par 2785. Voilà. Et ça, on savait le faire avant d'arriver au certificat d'études. C'est algorithmique. Tout comme l'addition, c'est purement algorithmique. Et ces algorithmes sont à la base même
de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Ce sont les algorithmes de calcul. Un autre algorithme, vous m'excuserez ma grossièreté, mais c'est pour montrer que l'algorithme recouvre beaucoup de choses et est parmi nous. Quand vous allez faire vos besoins aux toilettes, prenez le temps de regarder ce que vous faites. Et vous verrez que vous appliquez une méthode que vous avez complètement internalisée et qui est l'algorithme que peut-être vous a appris votre maman quand vous avez commencé à aller au pot. Donc, qu'est-ce que la réalité? Qu'est-ce que le vrai? Il y a le vrai et la vérité, deux choses totalement différentes et sur lesquelles, je crois, on pourrait s'étendre très longtemps. Mais qu'est-ce que le vrai? Qu'est-ce que la vérité? Je pose simplement la question, je ne veux pas m'étendre davantage dessus. D'autres points que vous avez soulevés, la peur. La peur, ce n'est pas quelque chose de récent. Delumeau a écrit, il y a plus de 30 ans, un livre sur la peur en Occident. Oswald Spengler, dans Le déclin de l'Occident, je donne le titre en français pour ne pas donner en allemand, dans le deuxième volume, écrit juste après la Deuxième Guerre mondiale, le premier avant, s'étend largement sur le rôle de la peur dans la psychologie et les sociétés occidentales. Quant à l'ennui, il n'a rien de nouveau. Théophile Gautier a eu cette phrase fantastique, « plutôt l'horreur que l'ennui ». Et vous le retrouvez dans la poésie de Laforgue, Jules Laforgue, et vous le retrouvez dans tous les romantiques. Et George Steiner vous expliquera comment l'ennui est au centre même de ce qui a mené à l'horreur du XXe siècle. Et pour ce qui est des fake news, je vous donne celle que je préfère. Il paraît qu'il y a un homme qui est mort sur une croix, que l'on a descendu, que l'on a mis dans une tombe et qui en est ressorti, et il serait né d'une certaine vierge. Et cette vérité-là est au centre même de toute la culture occidentale, qu'on veut chrétienne, elle est au centre même de tout ce qui a mené à bien des malheurs. Et elle a été confrontée à la science, ne serait-ce qu'avec Galilée. Et on sait qu'il a remporté. Voilà. Alors, la réalité, c'est ce qui existe indépendamment des croyances. Mon objet d'étude n'est pas l'algorithme en général, pas du tout, hein, je pense que c'était clair. Mon objet d'étude est bien l'algorithme du cyberespace. Donc voilà, à aucun moment je ne prétends que l'algorithme en général est les grands méchants, ça n'a aucun intérêt. Ce que je pense démontrer dans l'ouvrage, c'est que il n'y a pas de déterminisme technologique. C'est bien parce qu'il y a une certaine finalité économique qui préside à la constitution de l'algorithme qu'il y a post-vérité. Hein, voilà, si les algorithmes étaient conçus non pas en vue de maximiser les profits, là on pourrait avoir un formidable outil de connaissance. Donc il n'y a absolument aucun déterminisme technologique. C'est bien une thèse de nature économique et sociale. C'est bien ça. D'ailleurs, j'ai pas eu le temps de le développer, mais ça aurait peut-être fait un peu trop exposé de professeur. Alors très rapidement, ce que je pense démontrer, c'est qu'il y a un lien intime entre le capitalisme et le désir. Parce que là où il y a désir, il y a marché potentiel, et donc source de profit. Et donc depuis l'émergence du capitalisme petit à petit, c'est l'émergence finalement, on va plus loin dans la promesse illusoire de satisfaction de tous les désirs. Or, est-ce qu'il y a un désir plus profond, plus tenace, plus intime que de se débarrasser du réel? Vous avez 3 heures, je ramasse les copies à la fin. Oui, tout à fait, je continue de répondre. Alors, je ne prétends pas que la peur soit quelque chose de récent, évidemment, ça serait ridicule. Je prétends par contre, et là j'ai des éléments empiriques, vous voyez, pour le dire, qu'il y a une montée des peurs collectives et qui est due à ce fonctionnement algorithmique. Voilà, c'est pareil pour l'ennui. D'ailleurs, dans les deux expériences dont je vous relate, il y a bien une progression. Oui, parce que la population était estudiantine des deux. Il y a bien une progression de l'intolérance à l'ennui qui n'est pas juste l'aversion à l'ennui. Qui aime s'ennuyer? Pas grand monde, je pense. Même si je pense que l'ennui est absolument indispensable pour le développement de la créativité, pour beaucoup de choses. L'ennui, ennuyez-vous. C'est quelqu'un d'ennuyeux qui vous le dit.
Non, il y a beaucoup trop de personnes qui rigolent, ça va pas du tout. Voilà, donc je pense répondu brièvement. Alors, Monsieur, vous voulez... Pardon, je voudrais Oui. juste... est-ce qu'il est possible de préciser est-ce qu'il y a des solutions immédiates, même si elles ne sont pas satisfaisantes, dans le cadre du capitalisme? Parce que changer le capitalisme, c'est peut-être... bon, c'est sans doute la... Alors oui, alors ce que j'ai déjà eu l'occasion de dire à la radio ou autre, c'est... on pourrait imposer un statut d'entreprise à but non lucratif. Ouais. Alors ça, le Linux, je ne sais pas du tout. Là, je ne pourrais pas vous dire. Là, les études que j'ai lues ne portaient pas là-dessus. De même que, vous savez, les... Ouais, là, je ne pourrais pas vous dire pour Linux. Là, vraiment. Alors, en tout cas, tout ce qui est moteur de recherche alternatif, genre Ecosia, etc., c'est quand même par rapport aux parts de marché, c'est minuscule. Même si ou Blue Sky, ou même si voilà, ils gagnent des adhérents, ça reste quand même par rapport à la masse de la population assez anecdotique, malheureusement. Donc évidemment, si c'est conçu avec une autre finalité, a priori, l'algorithme fonctionne différemment. Encore une fois, c'est pas un déterminisme technologique. C'est vraiment c'est la finalité économique qui est importante derrière. Et c'est pour ça qu'à l'intérieur du capitalisme, on pourrait envisager de rendre l'obligation de rendre l'algorithme transparent et de le biaiser, non pas en faveur d'un contenu clivant et anxiogène, mais en faveur, par exemple, d'un contenu scientifique ou d'un contenu qui favorise l'esprit critique. Parce que de toute façon, il y a un biais déjà à l'heure actuelle, donc autant trouver un biais qui soit pour nous meilleur. D'ailleurs, c'est vrai que je n'avais pas répondu à la question sur la science. Je pense qu'il y a deux usages de la science. Il y a un usage instrumental et un usage clinique, un usage pour comprendre ou un usage pour agir. Donc voilà, il s'agit de trouver le bon usage. Mais la science n'est pas coupable parce qu'il y a eu Mengele, quoi, par exemple, pour mince. Le point Godwin. Non, je retire ce que j'ai dit. Oui, et donc oui. vous vouliez... Non, je ne sais pas, quelqu'un d'autre voulait... Oui, moi, je peux parler? Oui. Oui. Moi, déjà, je fais une grande différence entre la science et la technologie. Je trouve que c'est pas du tout pareil. Ouais. Là, le problème vient surtout de la technologie et non pas de la science, puisqu'on est arrivé, quand je dis on, c'est l'intelligence humaine, on est arrivé à faire des outils qui nous dépassent complètement, des outils technologiques. Et quand on parle d'algorithmes et quand on parle d'intelligence artificielle évolutive, comme on dit, finalement, on a des outils, on a créé des outils qui sont au-delà de la pensée humaine, puisqu'ils arrivent même à créer des raisonnements, etc. Or, moi, je pars du principe que la technologie, elle est critiquable. Par exemple, les machines-outils, d'une façon générale, pour faire simple, ont déjà supprimé les savoir-faire des individus. Et là, on est en train de supprimer les savoir-être et les savoir-penser. C'est-à-dire que si on continue comme ça, dans très peu de temps, à peine une génération ou deux, il n'y a plus personne qui arrivera à réfléchir, puisque tout sera pendu et tout sera à disposition. Donc là, pour moi, il y a une remise en cause fondamentale de la technologie. Et si on ne va pas jusqu'au bout de cette remise en cause, tout ce qu'on peut discuter, ça sera du pinaillage. C'est-à-dire que ça améliore rien du tout, parce qu'à la vitesse où ça va, ça nous dépasse complètement. Donc je crois qu'il faut une critique radicale de la technologie numérique. Et quand on emploie déjà ce terme numérique, ça laisse rêveur, parce que la pensée humaine n'a jamais été numérique. Elle est composite, elle est multiple, etc. Et on est en train de la remplacer par quelque chose qui est entièrement mathématique. Alors là, il me semble que vous abordez le thème de l'IA, les modèles générateurs de langage, qui n'est pas l'objet de l'ouvrage, mais c'est vrai que je m'y coltine un peu parce que comme je développe des cours d'autodéfense intellectuelle avec mes étudiants, et là je leur ai donné comme consigne, j'ai fait toute une séquence de cours sur battre l'IA. Parce que l'IA, dans mon domaine, je ne vais parler que de ce que j'ai testé, donc il n'y a pas d'autre prétention que de raconter juste ce que je teste. Oui, il y a énormément de biais de raisonnement, en tout cas. Les biais principaux étant l'absence de compréhension des enjeux, de problématisation, des points aveugles énormes, une certaine dépolitisation,
qui est très prononcée, quelle que soit l'IA, parce que j'ai testé plusieurs IA différentes pour savoir s'il y avait des différences significatives entre et savoir quelles étaient les personnalités. Il y a beaucoup d'inconsistances, de flou qui induisent en erreur. Donc voilà, ça fait partie, en tout cas dans ma discipline, des principaux biais de ces modèles-là, plus les petites absurdités mathématiques. Si vous demandez à n'importe quelle IA, je vous fais faire tout de suite, par exemple, quel est le PIB de la France en 1954 en euros d'aujourd'hui, je peux vous assurer que le résultat est hilarant. Et si vous lui dites « Ah non, mais là, tu te trompes », il refait un calcul « Oui, tu as raison ouais, », et le résultat est toujours aussi hilarant. Donc, en dehors de ces hallucinations-là, donc il y a tous ces biais-là. Et en là, les étudiants sont hyper réceptifs. Donc, je venais d'inventer ces séquences de cours. Et ils ont été hyper réceptifs à l'idée de battre l'IA. Et ça a fonctionné comme séquence de cours. Je les ai vus travailler en groupe, réfléchir et produire des textes. Alors, évidemment, parce que mon objectif, c'est de disqualifier l'IA dans mon enseignement. Je vois beaucoup de collègues qui ont renoncé. Moi, je disqualifie l'IA tant qu'elle ne sera pas en mesure d'être une véritable aide. Nous, notre rôle, c'est d'aider les étudiants et étudiantes à penser par eux-mêmes et elles-mêmes, ce qui est la tâche la plus difficile. Donc, disqualifier l'IA, avec tous les biais qu'il y a, ils sont énormissimes, parce que par rapport à un bon livre, l'IA est complètement en dessous. Je comprends la fascination qu'on puisse éprouver, puisqu'on voit s'élaborer en apparent sous nos yeux tout un discours sans faute en plus, et de quelqu'un qui s'exprime comme un homme politique qui n'a rien à dire, mais qui le dit quand même. Donc ça rappelle quelque chose. Mais bon, ce qu'on a, c'est voilà, vraiment une espèce de chose tout à fait insatisfaisante. Et voilà, en tout cas, mais à l'issue de cette séquence, en tout cas, mes étudiants et étudiantes, non seulement sont sortis convaincus que pour ces questions-là, l'IA ne leur offrait pas de la pensée, un simulacre, certes, mais pas de la pensée, mais produisaient des textes qui étaient meilleurs. Et grâce à évidemment, je leur sélectionnais des textes, des bons textes écrits par des humains, évidemment. C'est-à-dire que l'IA va aller vers une sorte de moyennisation, si l'on veut, et par rapport à... On a besoin des meilleurs humains pour progresser. C'est pas avec des textes moyens qu'on va progresser, qui en plus ont plein de biais. Et même une utilisation qui est certes fascinante de l'IA, qui consiste à s'en servir comme moteur de recherche, puisque c'est une des utilisations. Demain, les moteurs de recherche disparaîtront vraisemblablement, et ça ne sera que l'IA, parce qu'il fait quelque chose qui est bluffant, hein, mais il y a des biais dans les sources aussi. Donc de toute façon, il y a toujours un esprit critique à faire fonctionner là-dessus, mais c'est vrai que voilà, on pourrait dire beaucoup de choses, je pense, là-dessus. Mais en tout cas, l'ouvrage ne porte pas là-dessus. D'autres questions? Non, c'était pas une question. Je voulais faire une remarque. Oui. Et la remarque, elle est toute. Bon, elle résume aussi certaines questions qui ont été posées. Il me semble qu'à partir du moment où on utilise certaines technologies comme des moyens modernes de conditionnement, il ne faut pas s'étonner qu'ils fonctionnent, qu'ils marchent et qu'on soit conditionné. Tant qu'ils seront utilisés comme des moyens aussi de maîtrise, non seulement d'une opinion, non seulement de tendance d'opinion, mais d'une population, et y compris avec comme objectif non seulement servir ses intérêts, mais également éviter certaines crises. Bon, ben, on aura affaire, effectivement, à des outils utilisés comme outils de conditionnement. Or, il est bien évident que non seulement une industrie capitaliste tire des profits de ces technologies, mais également qu'elle en tire, si je puis dire, des bénéfices politiques. Elle arrive effectivement à, comment dirais-je, non seulement à orienter, mais surtout à maîtriser. Bon, ce qui veut dire qu'on peut bien, sans doute, essayer de résister à cette espèce de rouleau compresseur qui fait que, par exemple, on va mélanger un jugement de vérité avec un jugement de goût. Le jugement de goût, ce n'est pas un jugement de vérité. Bien, on va mélanger la vérité qui est un jugement que je porte sur le réel. Et le réel, on va trouver tout à fait normal de parler d'intelligence artificielle.
Ce que je trouve, moi, une connerie naturelle. Mais bon, c'est comme ça, c'est son nom, et on continue, et on s'y fait. Ben oui, tant que c'est un instrument de conditionnement, il nous conditionne. Et il est fait pour ça. Ce qui veut dire que, ah oui, mais alors, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver des petits biais qui seraient bien, mais qui dérangeraient moins, c'est-à-dire qui ne dérangeraient pas le capitalisme? Eh bien, à mon avis, non. C'est tout. Alors, disons que ici, je pense quand même qu'il y a des dynamiques complexes. Évidemment, entre les mains de quelqu'un qui a un programme ou un projet politique, c'est absolument terrible. Je pense que pour les autres capitalistes qui détiennent ces entreprises, encore une fois à l'origine des algorithmes, les choses peuvent être complexes. J'en veux pour preuve ou pour exemple, disons, ce qui est arrivé à Mark Zuckerberg. Lorsqu'il s'est aperçu que lors de la pandémie de Covid, 41% des posts en langue anglaise sur Facebook, son réseau, celui qu'il a conçu, relayaient la rhétorique anti-vax, il a tenté de reprendre la main sur son algorithme. Eh bien, il n'y est pas vraiment arrivé. Il n'y est pas vraiment arrivé. Tout simplement parce que l'algorithme est fait pour apprendre de lui-même à maximiser l'engagement. Donc tant qu'il est fait dans cet objectif-là de maximiser l'engagement, il va toujours trouver des moyens de déborder ce que le créateur pourrait tenter de lui faire dire. Et donc il y est très imparfaitement arrivé à modérer ce biais en faveur du discours anti-vax. Donc il y a quand même des... Vous voyez, ça peut ressembler à une sorte de Frankenstein finalement, hein, ça échappe à son créateur. Mais pour des raisons économiques, hein, pour des raisons d'accumulation sans fin de profit. Effectivement. D'autres questions? Bon. Donc, on va peut-être s'arrêter là. Je suis bien, hein, on peut continuer. Hein. Si vous n'avez pas faim. S'il y a d'autres questions, on peut continuer. Oui. Oui, j'avais juste une remarque. Ouais. Vous l'avez vraiment évoqué oui. au moment des questions à la fin. Là. Oui, oui. Il me semblait qu'il y avait un mot très important Ouais. dans votre livre que j'ai lu en détail, c'était désir. Oui, effectivement, vous avez raison. Et voilà, je ne vous ai pas trop entendu en parler. Oui, c'est vrai, ouais, c'est vrai que je l'ai dit seulement dans les questions. En fait, j'aurais tellement de choses à dire. D'ailleurs, la version première du manuscrit faisait le double. C'est-à-dire que ça aurait fait un bouquin de 650 pages. L'éditeur m'a fait clairement comprendre que c'était niette. Donc j'ai divisé par deux Ouais, non, en fait, c'est quand même 3 ans de travail, donc c'est quand même, je pense, dense, mais j'espère clair, didactique. Mais oui, c'est vrai. Le désir est très important, effectivement, dans la démonstration qui est menée. Je pense que vraiment, il y a un lien intime entre le capitalisme et le désir. Hein, puisque le capitalisme, quand il commence d'émerger, à partir de la Renaissance, c'est une émergence lente, se heurte au principal obstacle qui, dans un premier temps, est la morale, hein, le réseau de codification sociale et morale qui enserre toutes les interactions à caractère économique. Et donc, va s'employer petit à petit à faire sauter ce verrou-là, puisque c'est une promesse de profit. Hein, à chaque fois qu'il y a marché, il y a profit. Donc c'est un premier verrou, hein, et ce qui fait que l'assurance vie, par exemple, n'a pu être développée qu'au 19e siècle, alors qu'on avait les techniques mathématiques pour déjà concevoir ce service-là, mais c'était sacrilège que d'assurer finalement la mort. Parce que l'assurance vie consiste à assurer la mort. Donc il y a des verrous moraux à faire sauter pour que le capitalisme puisse se déployer. De même, l'existence d'un marché du travail, c'est quelque chose qui n'est absolument pas évident dans l'histoire. Il y avait des règles morales, notamment liées à l'Église, quand on se situe du côté européen, qui empêchaient la fixation d'un salaire par une confrontation d'offres et de demandes, vous voyez, avec la loi de la jungle, du moins peut-être qu'on l'a connue au 19e siècle. Donc il a fallu faire sauter tous ces verrous-là. Puis le capitalisme a progressé d'un cran dans sa logique profonde lors de l'avènement de la société de consommation. Parce que finalement, ce qu'on peut consommer dans la société de consommation, on va plus loin dans la promesse de satisfaction de nos désirs, puisque ce que l'on peut consommer maintenant, c'est la beauté,
On peut consommer le bonheur, on peut consommer l'exotisme grâce au voyage. Vous voyez, on peut même se débarrasser de ses parents qui sont un fardeau dans des EHPAD. Vous voyez, c'est formidable. Des désirs inavouables comme ça, qu'on ne peut pas assumer face à ses parents. Voilà, on trouve de quoi... voilà, alors que historiquement, justement, ça aurait été inconcevable, historiquement parlant. Donc oui, il y a toute une histoire, je pense, à faire du capitalisme dans son lien avec le désir. Et c'est pour ça que maintenant, on en arrive à quelque chose de très intime, de très fort, qui est se débarrasser du réel. Attention, avec des dynamiques complexes, parce qu'on a toujours en nous, malgré tout, un besoin de vérité aussi, qu'on ne peut pas étouffer tout à fait. Donc il y a hétérogénéité des individus. Donc il y a des individus qui seront plus ou moins enfoncés dans la post-vérité. Mais c'est extrêmement séduisant, comme effacer la frontière intolérable entre la représentation et la réalité. C'est extrêmement séduisant. C'est d'ailleurs pour ça que si on va un cran encore plus loin dans le désir, vous savez que vous avez des programmes de recherche destinés à développer l'immortalité. Et je veux dire, c'est pas des programmes de recherche avec quelques milliers de dollars dont je parle là. Donc on va encore plus loin dans ce lien-là. On progresse plus loin dans cette promesse, mais qui ne peut être qu'illusoire, puisque évidemment, il est des désirs qui doivent demeurer à l'état de désir, sinon ils ne sont plus désirs. Il y a un obstacle pour que le désir se maintienne. C'est-à-dire que si on assouvit tout, vous voyez, le désir disparaît. D'où la nécessité, et c'est ça aussi la société de consommation, la fuite en avant est inhérente à la société de consommation. Il faut susciter le manque en permanence. Il faut ce que Baudrillard appelait un écart croissant entre voilà, les promesses et la réalité auxquelles il donne accès par les budgets des ménages. Donc il faut cette paupérisation, il appelait ça la paupérisation psychologique, lui. Mais voilà, pour désigner cet écart croissant qui est inhérent à la société de consommation. Il faut à chaque fois qu'il y ait de nouveaux produits. Oui, et donc croire à son image, c'est formidable, notamment sur les réseaux, mais ailleurs aussi. Donc oui, il y a un lien très fort, et c'est pour ça que c'est structurel. Il ne suffira pas de changer un PDG, ou 2 PDG, ou 10, pour qu'on n'ait plus cette logique-là. C'est une logique structurelle. Tant que nous serons dans un régime capitaliste, il y aura cette promesse de satisfaction de tous les désirs. C'est ce qui explique que malgré toutes les crises qui ont traversé l'histoire du capitalisme, il y en a eu de nombreuses, il est survécu aussi, à mon sens. C'est parce qu'il repose sur ce ressort-là, cette promesse illusoire. Mais effectivement,